Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui Laravel Prompt. Alors Laravel Prompt, c'est quoi? C'est un nouveau package qui a été présenté lors du Laracon dernier qui permet donc d'interagir de façon un petit peu plus élégante avec nos utilisateurs en ligne des commandes. Alors ça peut être utile notamment si vous créez des commandes artisans pour permettre notamment de créer des installateurs, de créer ici des générateurs de quelque chose, ce genre de choses. Donc ici, si vous avez remarqué, en tout cas si vous avez créé récemment un projet Laravel en utilisant la version 10, à partir de la version 10.8 ou 7, ils ont commencé à rajouter de plus en plus cette fonctionnalité-là de Laravel Prompt dans les différents installateurs ou des commandes des générateurs en fait du framework. Donc ici, ce que je vous propose ici, c'est d'installer un nouveau framework, un nouveau projet plutôt, c'est créer un nouveau projet et puis installer le package et puis on va avoir donc une petite comparaison avec les façons habituelles en fait par le passé de faire d'interagir avec les utilisateurs, les inputs notamment, et puis la nouvelle façon que Laravel Prompt nous apporte. Donc ce que je vais faire ici, je vais créer un nouveau projet, donc je vais venir ici au niveau de cette partie-là, je vais faire Laravel New et je vais l'appeler juste tout simplement Laravel Prompt. Et puis là, si on remarque ici au niveau de l'installateur, par le passé, ce qu'on avait donc, c'est des options. Comme ça, je vais annuler juste ça. Par le passé, on avait donc, si je fais -h ici, on avait tout un tas d'options ici qu'il fallait donc préciser. Si on précise pas, bah, il va créer le truc par défaut. Maintenant, ce qu'on a ici, l'avantage d'utiliser Laravel Prompt, par exemple, ici, il peut vous demander de façon un petit peu plus interactive de saisir des informations, ce genre de choses. Et puis donc créer donc votre projet en utilisant les options par défaut ou ceux que vous aurez saisi. Donc ici par exemple on voit un select en fait d'un élément, on a une liste d'éléments ici qui permet donc de sélectionner une option et donc là on peut scroller par exemple, je peux aller utiliser les touches par exemple de haut au bas, ce genre de choses et puis pouvoir naviguer au niveau de cette liste là. Alors, la complexité qu'il y a derrière ça, parce que moi, en tout cas, par le fait que j'ai déjà travaillé par le passé sur des inputs, notamment je travaille sur des terminaux, ce genre de choses, notamment en utilisant le langage C ou C++, c'est quelque chose de très complexe. En tout cas, c'est un très bon travail qui a été réalisé dans ce package-là, comme on peut le voir. Et puis, ce que j'aime bien au niveau de ces designs-là, c'est que il ressemble un petit peu à Material Design qu'on a, notamment les inputs de Google, ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose que je trouve un petit peu plus intuitif, en tout cas pour la plupart des gens. Donc, sans plus tarder, ce que je vous propose ici, on va partir sur quelque chose de basique ici. On va choisir PS, pas besoin de régénérer. Alors, j'avais déjà créé un projet qui s'appelait comme ça, Prompt, juste pour tester le package. Donc, je vais le supprimer et recommencer. Donc, ce que je vais faire ici, pas besoin. Puis là, il va donc me créer le nouveau projet. Et donc ici, pendant qu'il crée le projet, je peux venir donc au niveau de la documentation. On a une page maintenant ici. Si on vient au niveau de la documentation, il y a la dernière section ici des packages. On peut voir ici une liste de packages ici. On peut le retrouver ici, Laravel Prompt. Et puis également, j'ai ouvert ici une nouvelle page ici concernant la façon habituelle, en tout cas par le passé, d'interagir avec les inputs et outputs ici de l'utilisateur. Donc là, si je reviens au niveau de cette section-là, on a donc commande IO ici, et puis là, on peut récupérer les arguments. C'est pas ce qui nous intéresse ici, c'est surtout cette partie-là, d'interagir directement avec les utilisateurs. Donc, ce que je vais faire ici, là, il a fini de créer le projet. Je vais donc l'ouvrir. Donc, je vais faire IDEA, Prompt, et l'ouvrir. Donc là, je vais lancer mon éditeur et couper le terminal. Donc, ici, ce que je peux faire déjà, c'est je vais donc fermer cette page-là et de préparer ici mon terminal à ce niveau-là. Pas besoin de NPM, ce genre de choses. On va travailler uniquement ici en invite de commande dans cette vidéo. Donc là, ce que je peux faire, donc on peut voir ici. Alors, je vais juste faire ça pour pouvoir avoir le mode undock. OK. Et ce que je vous propose donc maintenant ici, alors si tu veux, tu peux générer. C'est parfait. Donc là, ce que je vous propose ici, c'est de créer une commande artisan. Alors, on peut faire, d'ailleurs, ici, un invite de commande. Ce soit, on peut faire ici Laravel make, artisan make plutôt. Make ici commande. Si je tape rien, par exemple,
il va nous demander ici notre commande en fait. De façon habituelle, par le passé en tout cas, ce qu'on faisait, on donnait ici le nom de notre commande. Si on ne donne pas, bah, la commande elle va échouer. Maintenant, ils acceptent en fait un input vide et puis s'il n'est pas saisi, bah, on donne par exemple ce genre de choses. Ça aussi c'est valable aussi pour les modèles, notamment par exemple si je fais ici modèle par exemple, je peux faire ici flight par exemple, je vais donner ce qu'ils ont suggéré ici. Et puis, on peut cocher ici différentes options. Ici, quand je souhaite rajouter ce genre de choses, on voit bien que le select à cet endroit-là, on peut scroller. Il y a une sorte de pagination à ce niveau-là sur laquelle on peut naviguer, ce genre de choses. Donc, je trouve que c'est super intéressant. On peut cocher ici plusieurs trucs et puis lui, derrière, il va donc les sélectionner. Alors là, je vais juste désactiver ce truc-là d'abord, le cast ici. Donc là, on peut naviguer sur cette liste-là, c'est un multi-select, donc comme on peut le voir. Je peux également l'annuler, cancel, et puis là, on voit que l'input a été cancel, en fait. Ça, c'est le cancel ici, c'est lorsqu'on appuie sur CTRL-C. Donc c'est quelque chose, il y a beaucoup plus de fonctionnalités que ce qu'on avait par le passé, donc on va essayer de faire juste une petite prompt rapidement. Donc là, je n'aime pas trop cette façon-là. Ce que je vais faire, je vais créer avec Laravel IDEA, donc qui va m'enregistrer la commande sur le kernel. Donc là, je vais faire ici Laravel prompt, ici prompt, ici, quelque chose comme ça, et voilà. Donc là, on a notre commande ici qui permet donc de Laravel prompt. Ici, je peux afficher ici un message Laravel, le handle ici en info. Puis là, ça marche. Je peux récupérer donc cette signature-là et utiliser la signature à ce niveau-là. Donc, tac, si je fais PHP artisan, prompt, on voit bien Laravel prompt. Donc, cette information-là, maintenant, on a plusieurs commandes équivalentes de ça, par exemple, pour afficher les messages. Donc, pour commencer, par exemple, cette info-là, on peut également afficher ici info tout court. C'est une fonction maintenant qu'on peut utiliser rapidement de cette façon-là. Au lieu de faire ça, j'aurais pu peut-être l'importer comme ça, vu qu'on va en utiliser plusieurs. Je vais juste faire ça, juste histoire de la récupérer avant. Donc, je peux faire accolade ici et puis appeler plusieurs fonctions à l'intérieur. Donc, ici, on a une approche un petit peu fonctionnelle. C'est un petit peu comme ce qu'on a vu sur Laravel Vault et Laravel Folio. On a maintenant des helpers. Presque la plupart des packages en fait modernes de Laravel, ils nous offrent cette possibilité-là d'utiliser directement des fonctions helpers ici qui font d'office, qui travaillent comme des façades en quelque sorte, comme on avait par le passé. Donc si je vais sur la définition ici de cette fonction-là, on a la fonction à cet endroit-là, mais comme on peut le voir, on a d'autres fonctions ici d'affichage, de error, warning, alerte, ce genre de choses. On a intro, outro, et puis on a tout un tas d'autres fonctionnalités ici. On n'a pas par exemple l'équivalent de, si je viens ici, j'utilise l'ancienne façon de faire, en tout cas ici. On avait quelque chose comme ça, le info ici. On avait un line ici qui utilisait tout un tas de choses ici, des styling, ce genre de choses. Et puis, on était donc dans une classe, en fait, qui héritait de ça. Alors, ils n'ont pas encore enlevé cela. Il y a une dépendance forte pour cela en ce moment. C'est juste que, pour le moment, on peut passer sur les méthodes et puis sans passer de cette façon, en tout cas, d'utiliser les choses. Donc, comme on peut le voir également sur l'ancienne façon de faire, on avait une dépendance aussi sur Symfony qu'on utilisait, on utilise d'ailleurs beaucoup de packages ici aujourd'hui sur Laravel qui dépendent beaucoup de Symfony. Donc ils ont commencé donc à développer des trucs alternatifs qui sont un petit peu à l'image du framework qui reflète un petit peu la philosophie derrière, ce genre de choses. Donc là on a par exemple les consoles de Symfony qu'on avait et puis c'est ce qu'on utilisait en quelque sorte. On a juste un wrapper par-dessus qui interagit avec ça. Donc ici, par exemple, info ici, si je refais ça, je vais donc le relancer juste pour qu'on puisse voir. Donc là, on voit qu'il nous affiche bien les choses, en espaçant les choses. Donc là aussi, c'est parfait. On peut avoir, il me semble, alors c'est pas celui-là, on a d'autres paramétrages qu'on peut mettre en place, mais ça, c'est au niveau de l'appel de celui-là, en fait, ici. Donc si on fait ça, on a la note ici, il y a une note ici qu'on peut appeler en utilisant ici les options, en fait, en rajoutant le typage, en fait. Comme vous pouvez le voir ici, l'erreur, on rajoute le type erreur, ce genre de choses. Donc si je fais ça, par exemple, on a error. This is an error message, par exemple.
Et puis si je relance, on a le truc, il est en rouge. Et puis donc je vais juste rajouter un clear au début. Et puis voilà. Donc c'est tout pour l'affichage ici. Maintenant on va attaquer ici l'interaction avec les utilisateurs. Donc je vais juste faire ici un intro ici, Laravel prompt, rajouter peut-être tout en bas ici un outro, comme on a vu. Laravel prompt, thank you for using Laravel prompt. Ok, on peut donc faire quelque chose comme ça. Et puis ce que je vous propose ici, c'est déjà d'avoir ici une variable input où je vais mettre toutes les informations ici des inputs au lieu de récupérer chaque input à la fois. Comme ça nous permettra de débugger à la fin en fait. Donc je vais faire quelque chose comme ceci. Ça nous permettra donc de débugger tout à la fin et puis de récupérer toutes les saisies. Au lieu de faire une variable pour le name, variable pour le select, ce genre de choses, on va tout collectionner dans un seul endroit et puis les mettre à la fin. Maintenant, sans plus tarder, c'est que Laravel prompt ici, si je viens au niveau de sa documentation, nous avons plusieurs méthodes ici. Si je zoome ici, on a la méthode texte ici qui permet de récupérer par exemple du texte. Par le passé, ce qu'on avait, on avait quelque chose ici qui s'appelait, alors c'était input tout court, il me semble. Donc si je reviens ici au niveau de la commande, on avait this, bon, input, quelque chose comme ça. Alors c'était quoi? Non, c'était ask plutôt. On avait quelque chose où on avait une phrase ici et on récupérait donc l'input de l'utilisateur par exemple. Si je fais ça, on peut faire quelque chose comme ça. Par le passé, on avait donc quelque chose qui ressemblait à cela. Donc ask what is your name par exemple. Si je relance ça au niveau de mon terminal, je peux avoir quelque chose comme ceci, what is your name, et saisir ici le name. Donc on peut avoir ici Mokhtar, et voilà. Donc là, je peux débugger tous les inputs en fait, la clé ici avec. Donc ça, c'est l'ancienne façon de le faire. Le problème avec ça, c'est que, alors je vais juste montrer ici la nouvelle façon de faire. Donc je vais faire ici new name par exemple, new name, ici. Quelque chose comme ceci. Donc là, on peut donc utiliser la fonction helper ici de texte qui vient toujours de Laravel prompt ici qu'on peut importer. Donc si je vais au niveau de la documentation de Laravel prompt ici, si je vais au niveau de input ici, on a donc ce texte-là qu'on doit mettre ici. C'est un petit peu l'équivalent qu'on a mis dans le Ask. Par contre, celui-là, il nous offre d'autres possibilités. Par exemple, dans l'ancienne version, on avait juste une valeur par défaut ici. Par exemple, je peux donner ici Mokhtar, comme ceci. Et puis là, l'avantage de celui-là, par exemple, il nous offre plusieurs autres possibilités. Par exemple, ici, déjà, je vais lancer ça, juste pour qu'on puisse voir la différence des choses. Donc, si je fais ça, Mokhtar, par exemple, on avait donc ça, c'était notre valeur par défaut, donc c'est pas grave. Et puis celui-là, maintenant, on a, dans la nouvelle façon de faire, si je saisis ici, par exemple, on peut donc naviguer ici en quelque sorte. Alors, je ne sais pas si l'autre, il supporte cette façon de faire. Par exemple, si je fais ça, on voit bien que là, on ne peut pas naviguer et revenir en arrière, changer les caractères, ce genre de choses. Donc, c'est un petit peu ça l'avantage aussi. Donc là, je peux rajouter des choses, Mokhtar, par exemple. Espace, revenir en arrière, rajouter des lettres, un tool, par exemple, ce genre de choses. Donc là, on voit bien que il y a beaucoup plus de flexibilité ici au niveau de l'input. On peut saisir des éléments d'une certaine façon. Et puis, il n'y a pas que ça. Celui-là, l'ancienne façon de faire, en fait, on avait juste deux paramètres. Et puis ici, comme on peut le voir ici, si je fais ici CTRL-P, juste pour afficher ici la liste des paramètres, on peut avoir un placeholder ici qui permet donc de jouer l'office comme si c'était un input. On avait donc un placeholder, on peut écrire ici enter your name, et puis on peut donner ici une valeur par défaut. C'est un petit peu l'équivalent de ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut dire que ce truc-là, en fait, l'input, il est requis, par exemple. Et on peut avoir également une sorte de validation ici qui permet de valider notre input. Voilà. Par exemple, ici, si you cannot use your current name, par exemple, ici, on peut s'attendre que, par exemple, le str value between ça et ça. Alors, length between, alors, on avait quelque chose comme ça, length, quelque chose comme ça. Si c'est supérieur à 3, on peut faire quelque chose comme ça. Tac.
Si c'est supérieur à 3, on peut dire ça par exemple, et si c'est plus supérieur à 3, on laisse passer. Si le nom il est pas supérieur à 3, on peut dire que le nom il doit être long de 3 minimum, en fait, ce genre de choses. On peut valider de cette façon-là, et puis qu'est-ce qu'on a d'autre comme variable maintenant qui reste, comme paramètre qui reste? On peut avoir aussi un int en fait. Maintenant, si je lance juste ça, pour qu'on puisse avoir cette comparaison-là, donc on peut laisser Mokhtar ici, et l'autre ici, dans le deuxième, le Mokhtar il est saisi à l'intérieur, donc si je l'enlève, on a donc notre placeholder ici, c'est un petit peu comme un input HTML, CSS, qu'on avait sur un navigateur, ce genre de choses. Là, si je tape entrée, par exemple, il me retient en fait dans l'input, il me dit que cet input-là, il est requis par exemple, parce que là, j'ai mis au niveau de required à cet endroit-là. Et je pense que pour l'autre, il fallait si je peux taper ici directement et passer. Alors là, c'est parce que j'ai une valeur par défaut, donc on peut dire que c'est parce que c'est ça. Donc là, je peux l'enlever. Et il n'y a rien qui nous oblige en fait de le lancer normalement. Donc là, on voit qu'on peut passer directement. Si je passe là, comme on peut voir ici, on retourne un nul ici pour le premier input et pour le deuxième, on prend la valeur par défaut. Donc il n'y a pas cette contrainte qu'on a au niveau des required fields, ce genre de choses. Donc là, on peut avoir. Et puis là, on a le placeholder qui revient. On peut naviguer à l'intérieur d'un input, ce genre de choses. Et puis ce qu'on a l'avantage aussi, c'est le int que j'ai d'ailleurs supprimé tout à l'heure. On peut avoir un int ici. Je peux faire ici une information, par exemple, un warning. You need to enter name at least, machin. Voilà, si je fais ça, je relance. Donc je peux passer pour le premier, et là on voit le int ici en quelque sorte, c'est comme c'est un petit peu comme le placeholder, mais ça joue un autre rôle en fait qui permet de donner des informations par rapport concernant en tout cas de ce qu'on saisit. Par exemple, on peut rajouter un warning ou dire les opérations qu'on effectue avec ce nom par exemple, et si on récupère une adresse mail, dire qu'on ne partage pas ces informations. C'est comme si c'était une page web en quelque sorte. Donc là on peut faire tout un tas de choses ici, c'est super intéressant. Et maintenant qu'on a vu cette partie là de input, ce que je vais faire, on a donc la valeur par défaut. Là aussi je vais rajouter une valeur par défaut, comme ça il va nous laisser passer. Donc on a tout ça maintenant qui marche comme il se doit. On va voir maintenant d'autres on va voir maintenant d'autres possibilités également. Là, je peux faire entrer et on peut le voir ici. Maintenant, ce que je vous propose de voir, on a également des équivalents ici dans l'ancienne version, comme on avait ici. On avait donc plusieurs inputs, par exemple. On avait la partie secret. Si je prends par exemple celui-là, on a vu le ask ici, c'est l'équivalent. Son nouveau équivalent, en fait, c'est juste le texte. Et puis le secret ici, ça nous permettait de saisir, par exemple, des données comme le mot de passe, ce genre de choses d'un utilisateur. Par exemple, là, je peux faire ici input password, quelque chose comme ça, égal this.secret. What is your password? Par exemple, ça c'était l'ancienne façon de faire. The old way. The old way. Et puis là, je peux faire the new way, par exemple. Je peux faire ici input password, et puis là il faudrait donc importer ce truc là. Donc là il m'a presque tout fait, donc là c'est pas correctement ça, donc je vais enlever ici et quelque chose comme ça. The new way, il n'y a pas besoin de this ici en quelque sorte, il y a juste besoin d'importer la fonction en fait. Alors d'importer plutôt. Alors la fonction il s'appelle comment? Il me semble qu'elle s'appelle secret directement. Non, elle s'appelle password, donc on peut l'importer normalement. Function. Je vais venir ici et la rajouter. Password. Voilà. Donc elle est là. Teaser password. Donc on peut faire quelque chose comme ça aussi. Donc si je fais ça, maintenant on peut récupérer ici les informations, le name, on s'en fout un petit peu. Et puis là par le passé, on pouvait donc saisir ici tout ce qu'on saisit là. Je suis en train de saisir. Alors je vais réactiver ici le cast. Localcast ici, là je suis en train de saisir des informations, mais sauf qu'on ne voit pas. Il n'y a pas cette interaction aussi avec l'utilisateur. Donc lorsque je saisis là, maintenant, là on voit qu'on a juste des dots ici, et puis on peut revenir, ce genre de choses, mais c'est juste qu'on ne voit pas en fait.
Donc là, on peut saisir tout un tas d'informations et puis lorsqu'on valide, on voit donc ce qu'on a saisi. Ça c'était l'ancienne valeur qu'on avait saisie à ce niveau-là, mais qu'on ne voyait pas. Et puis ça, c'est la nouvelle valeur qu'on a saisie. Donc on voit qu'il y a quand même une différence sur l'affichage, sur le UX en fait. Là, on peut donner celui-là comme un paramètre. Et puis là, on peut avoir aussi, c'est un petit peu comme l'input qu'on avait tout à l'heure. Et puis là, si je fais P, CTRL P, je peux avoir le placeholder, donner ici enter password. Et puis je peux dire que ce truc-là, il est requis. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la validation qu'on peut faire à ce niveau-là. On peut encore valider. Et puis on peut dire encore un int new enter password. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, si je fais ça, tac, par défaut, ça c'était l'ancienne façon de faire le mot de passe. Donc on peut avoir maintenant, ça c'est la nouvelle façon de faire le mot de passe. Donc comme on peut le voir ici, on peut saisir et ensuite valider. Donc, si par exemple, supposons que ce truc-là, il oblige qu'il y ait, par exemple, 100 en fait, pour la validation. On va faire que la validation, elle échoue en fait. Donc là, alors, je vais juste commenter ou supprimer d'ailleurs cette partie-là. On n'a pas forcément besoin de tout ça à chaque fois. Donc ici aussi d'ailleurs je vais enlever l'ancienne façon de faire, comme ça on a vu en tout cas ses limitations et puis on va travailler sur le nouveau. Donc là je peux couper ça et relancer. Maintenant ici par exemple au niveau de la validation, lorsque je valide ici, on voit que ça ne marche pas parce que on n'a pas la validation ici. Lorsque je tape sur entrée, on voit qu'il ne laisse pas passer parce qu'il ne matche pas la validation. Maintenant le message que j'affiche ici, c'est ce message là au niveau de la validation. Ici, je peux faire ici validation error par exemple, quelque chose comme ça, et je vais relancer. Donc, on a quelque chose comme ça. Si je tape ici, on peut voir ici l'erreur ici de validation. Et puis, lorsque je l'enlève, maintenant, pour une fois qu'on a validé, qu'on a enlevé la validation, il dit que ce field-là est requis, vu qu'on l'a déjà indiqué à ce niveau-là. Donc là, on peut donc donner cela et puis valider par la suite. Là, on ne peut pas saisir toute cette valeur-là, c'est 100. Donc, on va laisser à 3 par exemple. Donc voilà, en gros c'est ça, et puis on a donc cette partie-là de password également qu'on peut faire, comme on peut le voir, qui a l'air plutôt sympathique aussi. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? C'est la partie confirm ici qu'on avait par le passé pour demander à un utilisateur, par exemple, est-ce que vous êtes sûr de faire cette action, ce genre de choses. Donc là aussi, je pense que je vais migrer ça dans le commentaire et puis revenir en bas. Donc je peux faire un dump tout simplement. Donc là, on a donc notre input ici. On va faire d'abord the old way, old confirm. Un truc comme ça. Et puis là, je peux faire confirm. Are you sure? Do you want to remove the config files? Voilà. Defaults ici, c'est à true par exemple. Alors confirm. Voilà. Et puis, on peut faire donc le nouveau en comparaison ici. New, confirm, ce genre de choses. Là, on peut faire quelque chose comme ça. Et maintenant, il faudrait juste importer, replace all, import function. Voilà. Donc là, on peut enlever ça. Par défaut, comme on peut le voir ici, on a plusieurs valeurs ici. Par défaut, on a la valeur true ici. Et ça, c'est lorsqu'on tape juste sur entrée. Et pour le moment, je vais peut-être mettre je vais le laisser comme ça. Et on peut dire, est-ce qu'on a cette propriété-là requis? Alors, on peut dire qu'il est requis. Donc ça va override, je pense, la valeur par défaut, comme ça va pas prendre quelque chose par défaut. Donc si je reviens ici, je vais juste lancer cela. Do you want to remove the config files? Donc par défaut ici, on avait le yes, et puis je peux également l'enlever, par exemple ici. Mais ça reste quand même une valeur par défaut, parce que là, on voit que au niveau de l'éditeur ici, la valeur par défaut ici, elle est à false. Donc ça change pas grand chose en fait. Donc si je relance ici, on voit que c'est toujours ici la valeur négative en fait qui est à false. Et puis la limitation qu'on a avec cela, avec l'ancienne approche en fait, c'est que ici on n'a que deux paramètres. On ne peut pas customiser ici la valeur, les true value et les false en fait. Donc là maintenant on a cette possibilité là de customiser cette valeur là. Maintenant par exemple je peux rajouter et je peux faire ici une yes ou no.
on peut naviguer en fonction des options. D'ailleurs, ce que j'ai oublié aussi de mentionner, c'est que l'avantage de ce nouveau package, c'est qu'on peut utiliser les touches Vim, en fait. Pour ceux qui utilisent Vim, on peut utiliser par exemple le H ici pour naviguer et le L, ce genre de choses, et le JK, ce genre de choses. Donc on peut naviguer au niveau de... utiliser vos touches que vous utilisez sur Vim, ce genre de choses. Donc ça peut être plutôt sympathique. Donc là, je peux afficher sur... cliquer sur Yes et valider. Donc voilà. Et puis lorsque je viens tout au début, alors le required, je pense que... alors là, il prend quand même par défaut. Alors le required, est-ce qu'on peut faire ici le default en nul par exemple? Je vais juste tester ça, si il nous oblige quand même à faire. Alors, il attend quelque chose de booléen en fait, donc c'est pas ouf. Donc même lui en fait, il faut qu'on donne une valeur en fait spécifique. Mais bon, c'est pas grave. Et puis le confirm ici, il a plusieurs options, autres options aussi. Donc si je regarde ici, on a le yes ici. Au lieu d'afficher juste yes ou no, on peut changer cela en fait. On peut donner ici notre yes ici. Yes, remove it par exemple. No, keep it par exemple. Là, je vais reformater. Short argument. Donc là, au lieu d'avoir juste un yes ou no, on peut avoir, au lieu d'avoir quelque chose comme ça, on peut donc avoir yes, remove it, ou no, keep it. On peut faire quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt sympathique. Là, il me dit que... tac. Alors, c'est parce que là, il attend un true en fait. Donc c'est pas ouf, quoi. C'est bizarre, en tout cas, cette façon de faire. Ou alors que c'est moi qui n'ai pas bien compris parce que le default, s'il est déjà true ou qu'on indique à required et que là je sélectionne un false, le false c'est une valeur, normalement c'est une valeur valable en fait. Donc voilà. On peut recommencer pour la true et voilà, là on voit que ça marche. Et puis, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? L'anticipate ici, c'est l'autocomplétion. Alors, on a une façon de faire l'autocomplétion ici de façon un peu plus optimisée, j'ai envie de dire. D'abord, on va voir les select, en fait. L'équivalent de select qu'on avait dans les précédentes versions, dans l'ancienne version plutôt. En tout cas, dans l'ancienne façon de faire plutôt. Donc là, si je viens au niveau de input maintenant, on peut avoir un select, par exemple. Là, on avait this.choice qui permettait là, this.choice, quelque chose comme ça. On pouvait donc sélectionner de cette façon-là plusieurs informations au niveau de notre liste en fait. Donc par exemple ici ça c'est l'ancienne façon de faire. Donc si je relance ça, on a donc plusieurs éléments là. On a toujours cette possibilité de le faire là, mais là on peut scroller par exemple. Ça c'est l'ancienne façon de faire. On peut scroller ici sur les différentes valeurs et puis sélectionner une valeur par défaut. On pouvait également donner ici une valeur par défaut, mais on avait que ça en fait. On pouvait également rajouter le nombre d'essais qu'on peut autoriser et puis également, alors là je peux peut-être les nommer. Je vais faire ici choices comme ça et nommer cela. Là je vais mettre default et pour les autres attempts je peux mettre à 3 multiple et ici je peux mettre à false. Je vais laisser juste pour qu'on teste le attempt ici. Donc là par exemple je peux donner quelque chose comme ça. Alors là c'est parce que j'ai donné une valeur par défaut, il n'y a pas besoin. Donc attempt, je peux faire ça 1, 2, 3 et puis là il donne une valeur vide en fait. Maintenant l'avantage c'est que si le truc il est requis, bah, il va pas partir en fait, il va continuer à insister sur la liste. Donc ce qu'on va faire ici dans cette nouvelle approche maintenant, ce qu'on peut faire c'est de faire quelque chose comme ça. Alors new select, on peut donc utiliser le select ici. Alors au lieu de faire tout ça, je vais juste prendre les options peut-être ici et garder ça. Là maintenant on peut importer la fonction de select et puis revenir donc ici. Par défaut je vais mettre le default à 0 comme ça, on va pas perdre du temps là-bas. Lorsque je fais ça, par défaut c'est le red, et puis là, comme on peut le voir ici, la différence c'est que là on peut scroller également sur la liste ici, et
et puis sélectionner une valeur. Il n'y a pas à dire que par exemple cette valeur-là, elle est le nombre d'attempts, ce genre de choses. Et puis la limitation qu'on avait par le passé aussi, on avait donc ce paramètre-là, le multiple, qui permettait de gérer les deux en fait, qui ne sont pas forcément, parce que en termes de HTML, CSS, il y en a un qui est en radio, il y en a un qui est en checkbox en fait. Donc c'est pas forcément la meilleure approche. Donc si je refais ça par exemple pour le premier, donc je vais enlever le default juste et refaire cette partie-là. Donc on avait quelque chose comme ça, on pouvait faire par exemple le green, et faire par exemple le red, commencer à taper et l'autocomplétion de cette façon-là. Bien entendu, ici on avait un petit peu l'autocomplétion, mais l'affichage en fait en termes de UX, on ne sait pas trop ce qu'on saisit. Et puis également, je pense qu'on pouvait saisir ce qu'on voulait et puis passer. En tout cas, il teste de cette façon-là. Alors je ne sais pas si c'est le multiple, mais je pense que le select il laissait passer. Je vais juste tester là rapidement. À moins qu'ils aient fixé ça récemment en fait. Donc si je recommence ici, j'ai saisi quelque chose. Ok, c'est le nombre d'attempts en fait qui jouait ce rôle-là de lorsqu'on fait un certain nombre de tentatives de couper en fait. Donc si je remets ici l'attempt à 3 par exemple et que je réessaye, je vais couper et recommencer. Là je peux donner tac, vide. Là, il a donné donc la valeur vide. Par exemple, ici, maintenant, si je donne une valeur qui n'existe pas, il a récupéré la valeur, en fait, qu'on a saisie. Donc, c'est pas forcément... si on lui donne quelque chose à choisir, il faut pas qu'il vienne avec une autre valeur, normalement. Donc, là, c'est un petit peu embêtant, en fait. Donc, le multiselect, ici, on peut l'activer de cette façon-là dans la précédente façon de faire en fait. Et puis là maintenant, au lieu de faire ce select là, on a une autre fonction qu'on peut importer, c'est le multiselect en fait, quelque chose comme ça. On peut avoir aussi des options, ce genre de choses. Et puis ces options-là, on peut donc avoir aussi des default values, on peut avoir le scroll, on peut avoir tout un tas de paramètres ici, mais toujours la validation et le int qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, je peux donner par exemple un default juste pour passer et recommencer ici par exemple. Alors, je vais juste le virer ici, je vais le remonter par exemple. Donc là, on a donc les deux valeurs par défaut qui sont déjà cochées. Et puis je peux cocher en utilisant un espace ici et faire un toggle ici des valeurs déjà cochées, ce genre de choses. Donc là, et faire ici et valider la saisie. Donc là, on a donc les deux valeurs qui sont sélectionnées à ce niveau-là, comme on peut le voir. Et puis d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner ici, mais c'est valable aussi pour le multiselect. Au niveau des options ici, on peut donner également des clés valeurs en fait. Donc non, c'est pas ça, on n'est pas en JavaScript. Donc, au lieu de faire quelque chose comme ça, on peut donner quelque chose de cette façon-là. Red, par exemple, color. Ou je peux faire R comme ça. Green, blue. Voilà. Je peux faire par exemple quelque chose comme ceci, juste pour qu'on différencie en fait. On peut récupérer donc les valeurs là. Lorsque je coche par exemple la red et la green, comme on peut le voir ici, on a les keys qui sont retournés. Alors ça, l'avantage, c'est que ici, on a ici des valeurs, en fait. Les values, en fait, ça permet d'avoir une façon interactive avec l'utilisateur. Parfois, on a envie de donner le choix de façon descriptive et un petit peu sélectionner ceci si vous êtes sûr de faire cela, ce genre de choses. Mais derrière, nous, on a juste besoin d'une clé ou un truc comme ça. Donc, il y a deux interfaces, en fait. Une interface qui nous arrange un back en fait, et une interface pour l'utilisateur pour le permettre de faciliter son choix en fait. Donc on avait cette limitation aussi sur l'ancienne approche en fait, c'est que ça nous permettait juste d'avoir une seule valeur, donc c'est pas très ouf, on va dire. Donc là, comme on peut le voir ici, on peut saisir ces différentes valeurs. Et puis maintenant, ce qu'on peut voir ici, on peut donner également des collections. Imaginons qu'on a une liste, je sais pas, une liste de profils, on demande à l'utilisateur le profil de l'utilisateur par exemple, user profile, select
User Profiles, par exemple. On peut faire avoir quelque chose comme ça, alors, j'espère. Select User Profiles, par exemple. On peut avoir quelque chose comme ça, supposons, on a admin, guest, ce genre de choses, mais imaginons que ça vient en fait d'une base de données. Donc, on peut avoir toujours les collections. On peut donner ici cette collection-là, que comme vous le savez, on peut utiliser ici les collections un petit peu, c'est l'équivalent de ce qu'on a avec le Eloquent Collection également. Ça, par contre, c'est juste la collection de base, en fait. Donc là, si je refais ça, bon, comme on peut le voir ici, on a la collection ici qui a été transformée en tableau et puis qu'on peut facilement avoir. Donc les différentes valeurs ici. Alors là, c'est pas des valeurs valides, on peut complètement les virer. Donc voilà, d'ailleurs ça ici, ça devrait pas être le cas parce que si on a une couleur red ici ou une valeur non incluse dans ceci, ça implique qu'on accepte des valeurs qui ne sont pas dedans en fait. Donc là aussi, ça pourrait être... là aussi, oh, oui, c'est le rôle de la validation en fait. Donc la validation, elle doit être à ce niveau-là en fait. Donc voilà, et puis je pense qu'on est bon à ces niveaux-là, comme vous pouvez le voir. Et on peut avoir plusieurs autres valeurs. Par exemple, je peux avoir ici, au lieu d'avoir juste ça, je peux par exemple faire un range de plusieurs valeurs. Je peux donner ici 1 à 100 s'il faut, ou 200 ou à 20. Et puis à l'intérieur, ce que je peux avoir pour notre collection, je peux donc faire un map ici pour récupérer user profile ou faire juste quelque chose comme ça, profile de ça. Donc pas besoin de to array dans tous les cas. Il peut accepter aussi les collections. Donc on peut faire quelque chose comme ça et puis on peut scroller ici, comme on peut le voir à ce niveau-là, il y a le scroll ici qui marche. Donc c'est quelque chose de très pratique en fait. Et on peut également travailler avec les options ici, les key values plutôt. Donc on peut avoir ici, disons, ça c'est le i plutôt. Je peux donner P1, ce genre de choses, et puis donner la valeur ici, cet endroit-là. Par contre, au lieu de faire ça, alors je me demande d'ailleurs le collapse, qu'est-ce qu'il fait en fait? Je vais juste tester ça. Sinon, on va faire un array, un flatten. Ok, ça marche. Donc là, il a mergé les deux. Sinon, ce qu'on aurait pu faire également, c'est de faire un flat map ici. Ou un flatten. Non, le flatten ici, il met tout à plat. Mais on peut utiliser un flat map plutôt et pour faire cela. Mais bon, on a le collapse ici qui marche déjà bien. Donc, on peut laisser quelque chose comme ça. Donc, voilà. Tac, tac, tac. Donc, on est bon à ce niveau-là aussi pour les select. Ce qu'on a maintenant, c'est la suggestion que je vous propose de voir. Donc, je peux remettre ça ici. On peut avoir également la suggestion ici en fonction de ce qu'on saisit. On a donc, par exemple, l'anticipation ici dans l'ancienne façon de faire maintenant. Dans la nouvelle façon ici, comme on peut le voir ici, on peut avoir le suggest à cet endroit-là qu'on peut donner également. Donc ici, si je reviens à ce niveau-là, tac, le anticipate, donc on peut avoir input ici et suggest, quelque chose comme ça. Et dès qu'on commence à saisir, on peut donc avoir directement cette saisie-là. Par exemple, lorsque je saisis T, il va m'auto-compléter un petit peu, je peux tabuler et puis faire ce genre de choses. Donc là, il ne l'autocomplète pas vu qu'il n'y a pas de valeur. Mais ça, c'était l'ancienne façon donc de le faire. Donc maintenant, la nouvelle approche aussi, ce qu'on peut avoir, c'est d'utiliser le input. Alors, je vais faire input suggest. Il m'a tout mis encore les options, donc c'est plutôt pas mal. Et l'avantage ici qu'on peut avoir, alors j'ai importé donc la fonction suggest aussi. Et ensuite, on verra comment ça marche du coup. Donc là, comme on peut le voir, maintenant on a un drop-down en fait. C'est ce que j'aime bien en fait à ce niveau-là. On a un drop-down ici qu'on peut utiliser pour, si je fais ça par exemple, on peut utiliser ça comme si c'était une fenêtre en fait qui a un drop-down open et close.
Donc on peut scroller directement au lieu de saisir et qu'on ait l'autocomplétion. Par exemple, lorsqu'on commence à taper, il va rechercher dans la liste qu'on a proposée et puis récupérer la valeur, par exemple, qui a matché en fait. Donc là, par exemple, supposons qu'on a selection, what is your favorite user? User. Ici, on peut donner plein de noms, par exemple, on peut faire quelque chose comme ça. Au niveau des options, voilà. User 1, user 2, supposons que ça vient d'une base, ce genre de choses. Donc on peut avoir déjà quelque chose comme ça, ça on s'en fout. Alors là, pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que ce n'est pas on n'a pas besoin de key value ici, on a juste besoin du flatten. On va faire du flatten ici, directement. Ah mince, donc je rouvre le terminal. Donc là, comme on peut le voir, si je tape ici user, il m'affiche ici la liste. Si je tape, alors je ne sais pas si il recherche user, si je fais ça, il n'y a rien. Est-ce que si je tape 1, il ne marche pas? Je pensais qu'en fait il autocomplétait aussi, même si c'est pas dans l'ordre en fait. Des choses. Mais je pense qu'il y a déjà une fonction qui fait déjà cela, une fonction de recherche, donc c'est pas un petit peu le boulot de celui-là. Alors le suggest ici, il faut pas le donner beaucoup de valeur parce qu'on peut le saturer. Imaginons qu'on recherche un utilisateur dans une base, on n'a pas envie de balancer toute la page en fait. C'est pourquoi en fait il y a cette fonction-là qui permet de jouer ce rôle-là. Donc si je reviens tout au début ici de la liste, juste après le suggest, on a la fonction search ici qui permet donc d'elle de faire des requêtes un petit peu plus poussées en fonction de comment on tape et puis alimenter la suggestion, ce genre de choses. Donc on va voir donc cette fonction-là rapidement. L'anticipate, donc on l'a vu dans la précédente façon de faire également, donc je peux enlever ça aussi. Et puis au niveau de maintenant de recherche, ce que je peux faire ici, c'est de faire search ici, tac. Et ça, il n'y a pas d'équivalent dans l'ancienne façon de faire, donc je vais faire juste un search ici et puis donner ici l'autocomplétion. Donc là, ce qu'on a au niveau des paramètres, c'est un petit peu comme pour tous les autres. On a ici le placeholder, le scroll ici, la taille ici du scroll. Et puis, on peut avoir la validation, ce genre de choses. L'avantage ici, que si je regarde au niveau de la documentation, c'est que là, à chaque fois, en fait, il relance cette fonction-là pour pouvoir récupérer ici les informations, les nouvelles informations au fur et à mesure, en fait, qu'on tape. Donc là, je peux, par exemple, prendre, je sais pas, j'ai pas de seeder, c'est dommage. Database seeder peut-être. Voilà, je peux faire... Si je fais 100... c'est un petit peu embêtant parce que j'ai pas de... Je vais juste créer ici un touch de database SQLite et puis prendre ça, W. Dans le point env, je vais aller ici mettre SQLite juste rapidement. Et là, au niveau du host, ça, on n'a pas besoin de tout ça. Database SQLite, ok. Et puis là, ce que je peux faire, c'est artisan migrate seed. Donc là, on a une liste de 100 utilisateurs maintenant. Ce que je peux faire maintenant, au lieu de passer par ça, je peux faire ici une fonction directement parce que ça, c'est un callable, c'est une fonction qu'il appelle à chaque fois, c'est pas juste une instruction. Donc là, on peut redonner ici quelque chose comme ça. Alors, je vais la transformer plutôt en fonction de function ici, quelque chose comme ça. Donc là, c'est bon. Et puis là, je peux récupérer donc la liste des utilisateurs. Par défaut, il va me passer ici, je pense que l'input, donc je peux faire ici une value. D'ailleurs, je peux faire un DD de ça juste pour qu'on puisse voir si c'est vraiment la saisie en fait. Donc, je peux taper ça, revenir sur notre commande donc ici. Donc, on voit bien la saisie ici par défaut. Il va d'abord lancer la commande par défaut juste pour avoir les données initiales en fait.
Donc je peux l'enlever et puis donner faire un return ici de quelque chose comme ça. Donc je peux faire ici return the user name par exemple, where name like quelque chose comme ça, get. Au lieu de faire peut-être un get ici, je peux faire juste un pas get plutôt, je peux faire une limite ici en fait. Limite de 5 et puis ensuite faire peut-être un bloc. Comme ça on retourne juste le name en fait, s'il faut. Et voilà. Je peux faire quelque chose comme ça. Donc si je relance ici maintenant, alors qu'est-ce qui est comme pourquoi il râle? Matches array, the collection to property, match type of array. Donc je regarde rapidement ici au niveau de la documentation, il y a un truc qui m'échappe. Alors il fait absolument une array en fait. C'est pas grave. On va donner ce qu'il veut. D'ailleurs là, ce que je peux faire, c'est faire un délai juste avant pour qu'on puisse voir. Donc je peux faire ça. On a donc ces tables-là qui sera donc retourné. Donc ce que je peux faire, c'est de faire un to array à ce niveau-là maintenant. Comme ça, on est sûr de ce qu'on retourne. Donc si je fais ça, on a donc la liste de nos utilisateurs ici. Si je commence à taper L, Roy par exemple, alors je ne sais pas si on a... Voilà, là par exemple, il va me retourner les gens qui ont du I. Si j'enlève ça, je mets A par exemple. Personne qui a A ici. Bah, ils sont tous A, c'est parce que c'est ceux-là aussi, ils ont A en fait. Est-ce qu'il y a un qui a Z par exemple? Donc on peut le voir ici, à chaque fois qu'on saisit, il réactualise en fait la liste ici. Donc là, si j'enlève ici, Ziem par exemple, on a donc la liste ici, et puis là on peut scroller et puis sélectionner un élément, et puis voilà. Donc c'est plutôt intéressant, moi je pense, de donner en tout cas un essai sur tout ça dans vos prochains projets, ce genre de choses. Ça peut être intéressant donc d'améliorer un petit peu le UX de votre application en ligne de commande. Donc voilà, on se retrouve donc à la prochaine vidéo pour d'autres fonctionnalités et d'autres packages qu'on verra probablement. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo et me dire en commentaire si ce format-là vous intéresse. Et puis comme ça on améliorera au fur et à mesure ou me dire directement ce qui vous intéresse le plus. On se retrouve donc à la prochaine vidéo pour plus de contenu. À très vite, ciao.